Voilà. C'est quoi Secure Expert? Dans le nom de notre entreprise, on a la sécurité et on a les termes experts. Pascal Eragini, votre fils, c'était devant vous. Et technicien spécialisé des solutions de sécurité. Une formation que nous avons suivie au Canada et que nous continuons à pratiquer jusqu'à date avec nos autres emplois. L'entreprise offre des solutions de sécurité. Et avant qu'on parle de sécurité, nous allons essayer d'établir un peu sur protègement, solutions de sécurité, parce que Secure Expert, on est quelqu'un qui vient de l'aide, qui va faire ses preuves, bien sûr. Donc, du Canada au Congo, oui, bien sûr, il y en a dans l'histoire. Protègement, c'est une solution de sécurité qui est au Canada, c'est tout simplement un fournisseur de solutions de sécurité et l'intelligence artificielle. On parle de la domotique, on parle de rendre notre bâtisse intelligente jusqu'à ce que la bâtisse commence à prendre des actions pour nous protéger, pour nous rendre la vie facile. C'est de ça dont nous allons discuter aujourd'hui. Alors, au sein de Protectmark, nous fournissons ce qu'on appelle les systèmes d'alarme. Les systèmes d'alarme ne sont autres que l'ensemble des composants informatiques et physiques qui sont installés partout à travers la bâtisse. Oui. Merci. Je m'excuse. Qui sont installés partout à travers la bâtisse. Et c'est ces composantes que je vais vous présenter aujourd'hui. Là, on a le clavier qui est en quelque sorte comme quelque chose qui nous aide à communiquer avec notre système. Lorsque nous accédons dans la bâtisse, nous devons entrer notre code qui est configuré. C'est un code secret que nous-mêmes nous connaissons afin que le système relâche tout ce qui pouvait prendre comme action et nous permettre de rentrer et de faire tout ce qu'on veut dans notre bâtisse. Le système d'alarme permet aussi de
différencier le secteur, dépendamment du niveau de confiance. Kasongo peut avoir accès à une bâtisse, désarmer un système à un petit coin du bâtiment, mais sans toutefois désarmer, par exemple, l'entrepôt, sans toutefois désarmer l'étage numéro 7, ainsi de suite. Donc, on est capable de faire ce qu'on appelle des partitions, des zonages, pour rendre notre espace plus sécuritaire. À part ça, nous fournissons aussi ce qu'on appelle les contrôles d'accès et anti-FIG. Dans l'entreprise, comme partout, on veut contrôler, on veut avoir les contrôles sur ce que nous faisons. Au sein de notre bâtisse, au sein de notre organisation, nous pouvons prendre une décision de dire que tous les visiteurs ou tous les travailleurs vont utiliser telle et telle autre porte et non pas une autre qu'on va présenter tantôt, par exemple, les petits programmes, les petits systèmes que j'ai confectionnés ici, vite fait, on va démontrer à la fin de cet exposé. Alors, ça, le contrôle d'accès nous permet de connaître, de contrôler tous nos accès, de savoir qui est dans les bâtiments, il est passé par où, il a utilisé quelle porte, est-ce qu'il a le droit d'être là. On peut déterminer la carte d'accès sans toutefois avoir l'accès. Encore une fois de plus, c'est une cartographie. On peut configurer des zonages pour donner l'autorisation d'accéder à telle ou telle autre bâtisse à un individu et non pas à un autre. Et à un temps qu'on veut et non pas à un autre moment de la journée. On fournit aussi ce qu'on appelle la vidéosurveillance traditionnelle, bien sûr, mais aussi les RAPI, qui est la reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation, mais aussi l'analytique. Dans la vidéosurveillance, tout ce que nous fournissons, c'est de l'intelligence artificielle codée dans des caméras, qui ne sont pas seulement des caméras ordinaires. Nos caméras font l'analyse faciale. Ça nous permet de dire, par exemple, on a quelqu'un qui nous semble louche. Je peux donner l'exemple des aéroports, je peux donner l'exemple de milieux très sécurisés. On peut identifier, pas nous, mais les services habilités, les spécialistes de la sécurité. Par exemple, ils peuvent identifier un individu qui semble être menaçant pour continuer à faire les analyses après, par exemple. On mettra la face de l'individu dans la banque de données de l'intelligence artificielle du système et à chaque fois que la personne va s'approcher de ces rayons, les systèmes de sécurité sont au courant à la seconde et ils peuvent mener des actions. La personne peut se retrouver à Lubumbashi, par exemple, et non pas à Kinshasa. Elle a été repérée à Kinshasa, mais elle se retrouve à Lubumbashi. Mais si on a nos caméras installées dans l'aéroport, je m'excuse d'avoir regardé attentivement les caméras installées dans notre aéroport, côté international, j'avais envie de pleurer. Je m'excuse, vraiment. Parce que l'aéroport, c'est comme la douane, c'est le lieu d'entrée, c'est le lieu d'entrée vers notre pays. Partout ailleurs, on installe ces caméras qui font de l'analytique, qui peut aider vraiment à 100% les travailleurs, les gens de la douane, les spécialistes de sécurité qui nous protègent tous à faire leur travail dans de bonnes conditions. Je disais tantôt, on peut analyser une face ici, la personne se retrouve à Lubumbashi, le système alerte et on passe à l'action. L'organe compétent passe à l'action. Pour la vidéosurveillance, telle que je vois ici chez nous, il faut qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait quelque chose. Par exemple, la chose est volée, la situation dramatique est arrivée. Par là, sur le lendemain, on constate que la chose était arrivée. Il faut aller fouiller dans les images, se poser des questions. C'était à quelle heure? Il est rentré par où? C'était quand? C'était qui? Pendant ce temps, l'individu court. Tandis que nos solutions de sécurité, avant que la personne puisse rentrer dans l'édifice protégé, à des heures configurées par exemple, si la personne touche même les murs, le système vous alerte ou alerte les services de sécurité dans une seconde. Et l'action est menée pour éviter que l'irréparable puisse arriver. Pour le RAPI, la reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation, c'est utilisé au Canada par exemple pour les systèmes de péage. Au lieu qu'il y ait des personnes physiques qui perçoivent l'argent, c'est insécure d'abord parce qu'ils ont l'argent sur place. L'argent se paye via les moyens électroniques,
vers la banque du ministère des Finances, ça c'est le Canada qui fonctionne comme ça, la personne ou l'auto est identifiée et à chaque fois que la personne arrive au niveau des péages, la barrière s'ouvre de façon automatique et puis la personne passe. Et tout ça est contrôlé à distance via une centrale de surveillance 24/7. L'analytique, c'est ça que je venais de dire. Les caméras analysent la situation. Je peux donner la situation, je vois mon Konzazali, la situation dans les services de sécurité. On installe des caméras, par exemple au niveau de l'aéroport international Trudeau à Montréal, qui détectent le mouvement que la personne fait. Aussitôt que la personne fait ces mouvements comme ça, la caméra identifie direct que c'est une menace. Ça alerte les autorités. On a des caméras qui font de l'analytique, qui analysent les gunshooting. À chaque fois qu'il y a une balle qui est tirée, la caméra alerte automatiquement et toutes les caméras qui sont à côté fixent l'intrus et commencent à les suivre pour faciliter les autorités à attraper l'intrus. Nous avons par-dessus ça la centrale de surveillance 24 heures. On en a deux au niveau du Canada qui fonctionnent 24 heures en redondance afin que nos clients ne tombent pas dans les trous noirs. Dans le sens qu'eux, ils s'occupent d'autres choses, mais nos centrales de surveillance s'occupent de surveiller le bon fonctionnement de leur système. Est-ce que le système est fonctionnel? Est-ce que le lieu a été armé? Est-ce que la protection est au maximum? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la bâtisse? Par exemple, les bâtiments les gros bâtiments du gouvernement, les gros bâtiments des entreprises publiques et privées. Nos centrales de surveillance analysent le bon fonctionnement de leur système pour ne pas laisser la chance au dérobage ou au cambriolage. Nous installons aussi et fournissons les interphonies vidéo et téléphonie IP. Dans les temps les plus reculés, c'était quelqu'un toque à la porte et puis on ouvre la porte. Ça avance un petit peu, quelqu'un sonne sur un intercom, on entend la voix mais on ne voit pas la personne. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape où on fournit des vidéophones qui permettent à ce qu'on analyse. Est-ce que la personne est là? Est-ce que je la connais? Est-ce que j'ouvre la porte ou non? Ces systèmes nous permettent, même si on n'est pas au pays, même si on est partout à travers la planète, d'ouvrir notre porte à la personne qu'on veut. Si la personne, bien sûr, on la connaît. Parce que on va recevoir l'alerte, on va analyser la présence de la personne, on la connaît, c'est nous autres qui l'avons invitée, on appuie sur un bouton et la porte s'ouvre. De partout où on est. Le système va s'assurer que lorsque l'invité va partir, que le système soit armé. À la sortie de l'invité, 2 minutes ou 3 minutes, dépendamment de la configuration, si le système n'est pas armé, le système vous envoie l'alerte que l'invité est parti, mais votre système n'est pas armé. Et vous pouvez l'armer à distance, et ça, quels que soient les coins de la planète où vous vous trouvez. Nous fournissons dans le milieu de la santé ce qu'on appelle les appels de garde et les systèmes d'urgence. Ça permet, par exemple, dans les hôpitaux, que un malade, s'il se trouve, par exemple, dans des toilettes ou dans des lieux un peu reculés, s'il est mal pris, peut appuyer sur un pendatif, ça sonne directement dans les bureaux des infirmiers. Et les infirmiers, en venant, la lumière au-dessus de la porte ou au-dessus du lieu où la personne a tiré son bouton panique, va indiquer exactement la position. Avec ça, on fournit aussi des solutions, des capteurs qui permettent de savoir si le malade est tombé par terre, s'il est couché ou s'il est debout. Et tout ceci permet de classer le terme d'urgence. Mais si le malade est dans sa chambre, il est couché et il appelle, mais il peut attendre un peu qu'un malade qui est dans la toilette et puis qui tombe. Ça permet de faire ça et de façon automatique. Dans l'ensemble de toutes ces choses qui sont là, nous les mettons ensemble. Je m'excuse de me répéter. Mettre ensemble et l'ensemble. Alors, l'ensemble de tous ces systèmes, contrôle d'accès, alarme, vidéosurveillance, reconnaissance automatisée, tout ça, on va se retrouver avec plusieurs ordinateurs, avec plusieurs écrans, si on se décide de prendre tous ces systèmes. Ça dépend du niveau de sécurité. Au Canada, Protect Max
protège les prisons à sécurité maximale. On a été choisi par le gouvernement fédéral et québécoise pour installer des solutions au niveau des prisons à sécurité maximale. Alors, les autres, oui, ils ont besoin de tout ça, mais le système de prison n'est pas connecté à Internet. Il est sur les LAN, il est au niveau local. Et a fortiori, impossible de bypasser, à moins que vous soyez à l'intérieur, à moins que vous connaissiez le système. Alors, l'ensemble de toutes ces choses, on les met au même moment. Vous aurez juste un logiciel qui traite l'ensemble de toutes ces choses. Lorsqu'il y a la reconnaissance d'une plaque d'immatriculation, ça indique dans le même logiciel un même ordinateur, un même téléphone. À part ça, nous avons notre bonne question. À qui s'adressent vraiment nos offres? Nos offres de sécurité sont adaptées aux entreprises. Nous faisons du business to business et non le business to client. On fournit nos solutions seulement aux entreprises publiques, parapubliques, au gouvernement et aux institutions. Nous intervenons dans plusieurs sphères de la vie, dans plusieurs sphères économiques. Entre autres, on peut parler du commercial, des secteurs commerciaux. Nos solutions sont adaptées. Les secteurs industriels, nos solutions sont adaptées. L'institutionnel, nos solutions sont aussi adaptées. Le pénitentiaire ou les prisons, nos solutions sont adaptées. On les fournit déjà. Dans tous les autres secteurs, les secteurs miniers, les secteurs manufacturiers, le transport et les secteurs agricoles, mais aussi à tout lieu où la sécurité est importante. J'ai jugé utile de donner les informations de l'entreprise au Canada pour éviter, parce que je connais, il y en a plusieurs personnes, plusieurs organisations qui quittent à l'extérieur pour venir mentir ici. Alors nous, on s'est décidé de fournir les informations qui vont permettre à ce que, avec ces informations, vous vérifiez sur le site web du gouvernement québécois, du gouvernement canadien, si l'entreprise existe bel et bien, si l'entreprise offre bel et bien ce service. Donc, nos bureaux se trouvent au 1111 du boulevard Frédéric Philippe, à Saint-Laurent, à Montréal, et on occupe le bureau 600. Le NEC, c'est le numéro d'entreprise du Québec. C'est celui-là. Avec celui-là, si vous entrez dans le site du registre des entreprises du Québec, vous allez retrouver Protect Max Solutions de Sécurité Inc. Étant donné que nous travaillons dans le secteur de la construction, on travaille beaucoup avec les architectes. Les architectes conçoivent, ceux qui s'occupent de la construction construisent, et nous nous occupons de sécurité. On intègre les tout au même moment pendant que l'édifice est en construction, afin que les cadres ne puissent pas être apparents, que seulement les composantes soient à la bonne place. Alors, notre numéro employeur pour la Commission de la construction du Québec, la CCQ, c'est celui qui est là, le 913-993. Pour fonctionner, il faut avoir la licence de la BSP, Bureau de la sécurité privée. C'est ça notre numéro de licence. Tout ça, c'est vérifiable sur les sites de différents ministères au Québec, au Canada. Pour travailler dans la construction, il faut avoir la licence de la RBQ, qui est la Régie du bâtiment du Québec. Notre licence, c'est celui-là. Facile à vérifier aussi. On paye aussi nos impôts. C'est ça le numéro de TPS-TVQ qui est là. L'entreprise est partenaire avec plus de 100 autres organisations, le manufacturier qui fabrique des solutions de sécurité à travers le Canada et à travers le monde. Nous sommes encore jeunes, ça fait 3 à 4 ans que nous existons au Canada, au Québec. Notre chiffre d'affaires en 2023 était de 500 000 $. On est encore trop jeunes, on continue à travailler fort. Le nombre d'employés, on en a 25. Les projets déjà effectués, c'est plus de 2000 au niveau du Canada. Et notre site web est là, mais aussi notre numéro unique pour nous joindre. Nos partenaires financiers, on fait affaire avec la Banque Desjardins et la Banque TD. On a les membres clés de l'équipe, moi-même, mon épouse et mon associé Danny Poirier, avec lesquels on dirige l'entreprise.
Pourquoi est-il très important pour une organisation d'avoir un système de sécurité fiable? Nous allons essayer de répondre à cette question. L'avantage que donnent nos solutions, premièrement, ça nous aide à être au contrôle. On sait tout ce qui se passe au sein de notre entreprise. On sait qui va où, par quelle porte, à quelle heure, qui devait aller où et qui ne devait pas aller où. On est au contrôle en quelque sorte. On sait quand quelqu'un frappe à notre porte, on sait quand quelqu'un est dans l'édifice, on sait il est sur quel étage. On a le contrôle dessus. Parmi d'autres avantages, nous allons citer aussi la sécurité de nos investissements. Grâce à nos solutions de sécurité, vous êtes garanti 100% que vos investissements sont sous la sécurité. Il n'y a rien qui puisse arriver sans que vous soyez informés dans les 30 secondes ou dans les 2 secondes qui suivent, afin de prendre des solutions adéquates pour vous sortir de cette situation ou sortir votre entreprise de cette situation. Un autre avantage, c'est la sécurité de ce qu'on aime. On aime tout le monde, notre famille. L'avantage encore de plus, c'est la quiétude que nos solutions vous offrent. L'autre avantage, c'est la prévention des dommages, la prévention des intrusions et la prévention des pertes. Au Canada, nous travaillons avec le fournisseur des assurances. Lorsque le client a un système de sécurité, il sauve sur sa facture 30%. Parce que on va être d'accord que le fournisseur de l'assurance, oui, il veut vous assurer. Même nous-mêmes, on veut s'assurer. Mais il n'y a personne qui veut avoir l'accident parce qu'il est assuré. Parce que premièrement, oui, l'assureur va vous payer, mais vos cotisations d'assurance vont grimper aussi. Alors, l'assureur, en faisant affaire avec nous, lorsqu'on délivre un certificat à une institution disant qu'ils ont un système de sécurité fourni par Protect Max Solutions de sécurité, ils bénéficient de 30% d'escompte parce que l'assureur dort tranquillement. Il sait que au début de feu, avant même que les dommages arrivent, les pompiers vont intervenir parce que nos systèmes vont prendre l'action. La même chose pour les cambriolages et pour les intrusions. Nos solutions offrent aussi la protection des biens, des employés, mais aussi des données sensibles. Nous sommes à une période où les données sont très capitales à protéger. C'est pourquoi lorsqu'on a une solution de sécurité fiable au sein de notre entreprise, on est en contrôle, comme j'ai dit tantôt. On ne va pas être surpris que les informations sensibles puissent fuiter. Nos solutions offrent aussi un autre avantage en nous mettant au fait avant que les pires arrivent, mais aussi en nous aidant à l'empêcher. Nous avons la réduction du nombre d'accidents dans les industries grâce à nos solutions, mais nous avons aussi la prévention des agressions et les menaces grâce aux solutions fiables s'y installées. Une autre chose qui est très capitale, c'est la réponse que nos solutions offrent aux 5 questions très importantes pour résoudre une affaire. Je ne peux pas me prévaloir de la connaissance d'un enquêteur, je ne le suis pas, je suis juste technicien spécialisé dans les solutions de sécurité. Mais nos solutions de sécurité répondent aux 5 questions très capitales pour résoudre une problématique due à un crime donné. Et les 5 questions, entre autres, c'est quoi? On ne peut pas faire l'enquête sans savoir qu'est-ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? Ça, c'est déjà, la réponse à ça est facile parce que les faits sont là. On a cambriolé telle place. C'est ça qui est arrivé. On a cette réponse sans avoir même la solution de sécurité, malheureusement. Parce que si on n'a pas la solution, on va voir ça le matin. On va voir ça, je ne sais pas à quel moment où est-ce qu'on va, on va se retrouver sur les lieux, mais nous allons connaître qu'est-ce qui est arrivé. Mais si vous avez le système de sécurité, là vous allez répondre à la question qui. C'est qui a fait ça? Parce que nos systèmes vont vous alerter, premièrement, avant même que les quoi arrivent. Parce que la personne, en s'approchant sur les lieux protégés,
vous serez arrêté, vous serez alerté, et vous saurez c'est qui est là, c'est qui essaye d'accéder dans vos lieux protégés. Avant de répondre à quoi? Qu'est-ce que vous voulez aller faire? Ça, c'est autre chose, mais au moins vous avez protégé vos actifs. Nos systèmes répondent aussi pour aider les enquêteurs. C'était quand? Les systèmes actuels que je vois ici, des caméras, comme j'ai donné l'exemple, parce qu'ici il y en a plus de caméras qu'autres systèmes. Vous ne répondez pas à la question quand, vous les cherchez dans les images. Parce que pendant que les faits sont intervenus, vous n'étiez pas là, c'est normal, tout le monde était à la maison, on dort, mais il n'y a rien qui alerte nos services de sécurité. Mais les matins, en retournant au bureau, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Le quoi qui est arrivé? Mais quand? Par qui? Là, vous allez aller dans vos images pour essayer de voir. Imaginez, vous avez 100 caméras qui filment en continu. Vous les cherchez très longtemps et pendant ce temps, l'individu va courir. On continue à répondre aux 5 questions. La 4e, c'est où? La personne est rentrée par où? Nos systèmes vont prévenir ça parce que vous saurez que la personne voulait rentrer par telle place. Comment il a pu rentrer? Peut-être c'est quelqu'un qui a échappé sa carte d'accès, qu'on va tester tantôt, et que la personne n'a pas signalé qu'il a perdu sa carte. L'individu a ramassé la carte, et puis il a accédé à un lieu sécurisé. Encore là, si vous avez un système d'alarme, si quelqu'un perd sa carte, il ne perd pas son code d'accès. La personne peut accéder dans les locaux, mais il faut qu'il place un code dans le système d'alarme afin que le système n'alerte pas les services de sécurité. Dans le cas contraire, il va être arrêté à l'intérieur de l'édifice. Nous passons maintenant à l'étape de vous montrer quelques petits projets que nous avons réalisés au Canada. Et ça, en image, je vais essayer de m'organiser avec mes affaires. J'espère qu'on va y arriver. Nous nous excusons, ça sort juste à un seul côté. C'est ça nos quelques, je pense, si on les mettait ici, ça va être mieux. Je crois. On va faire ça comme ça. Désolé. Bon. Problème technique, parfois c'est pas facile. Bon, on va le laisser là, on n'a pas le choix. Ça c'est la Société des loteries du Québec. Ce sont les casinos. Protecmax a eu le contrat de tous les casinos du Québec.
Ça, c'est le REM, les réseaux express métropolitains. Moi-même, sur les REM, en train de travailler. Le REM, c'est les réseaux express métropolitains. Ça, c'est la Société des transports de l'Outaouais, la Société des transports de Montréal, la Société des transports de Laval. Ça, c'est les casinos, les salons de jeu. Ça, c'est les prisons de Coansville. C'est une prison fédérale à sécurité maximale. Protect Max a cette mission. Sherbrooke, une prison à sécurité maximale. Protect Max a cette mission aussi. Ça, c'est l'ensemble du nouveau réseau qui a 25 stations. Nous avons le mandat d'installer toutes les caméras de sécurité dans ces stations, y compris les caméras qui font les décomptes du nombre de populations qui utilisent le métro, pour permettre de bien aligner le métro et faciliter la rotation. Ça, c'est toujours les casinos. Ça, c'est les lignes des stations de REM. Une autre station de REM. Une autre. Une autre. Ça, c'est une école, Saint-François. Nous avons eu le mandat de protéger l'école. Ça, c'est une autre prison. Nous avons eu le mandat de protéger. Ça, c'est l'Université du Québec à Montréal. Nous avons eu le mandat de protéger. L'Université du Québec à Trois-Rivières. On a eu le mandat de protéger. Ça, c'est l'école Saint-Laurent, l'école secondaire. Nous avons eu le mandat de protéger cette école. Et ça, sur le campus de HEC Montréal, nous avons eu le mandat de le protéger. Ça, c'est l'hôtel Four Seasons. Nous avons eu le mandat de le protéger. Ça, c'est l'Institut de cardiologie de Montréal. Nous avons eu le mandat de le protéger. C'est le centre d'hébergement de la Chine. Nous avons eu le mandat de le protéger. Ça, c'est l'ex-hôpital de la Chine. Nous avons ces mandats. Et ça, c'est l'hôpital de la Chine. Nous avons le mandat de protection. Ça, c'est l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Nous avons eu le mandat de le protéger. Ça, c'est les blocs de l'Institut de cardiologie de Montréal. Nous avons eu le mandat de protéger ça aussi. Ça, c'est une des gares des réseaux express métropolitains. Ça, c'est Hôtel Hilton des Gatineaux. Nous avons eu les mandats de protéger aussi. Ça fait partie de nos clients jusqu'à date. Pour comprendre, parce que ça, c'est un des clients où on est fier. C'est quoi ces grands projets que nous sommes en train de fournir des solutions depuis 1 an et demi maintenant. Le REM comprend 26 stations accessibles universellement. Elles seront situées sur l'île de Montréal, la rive sud et la rive nord. Une station desservira l'aéroport Montréal-Trudeau et 3 stations seront connectées au système de métro existant de Montréal, soit la ligne bleue à Édouard-Montpetit, la ligne verte à McGill au cœur du centre-ville et la ligne orange à Bonaventure connectée à la gare centrale. Le tracé du REM sera à la fois en surface, aérienne et souterrain. Il sera en surface principalement le long de l'ancienne ligne de train de montagne. Les infrastructures de l'ancien train seront complètement modernisées pour accueillir un nouveau système de métrologie. Il sera aérien sur le pont Samuel de Champlain, dans le sud de Montréal, ainsi que dans l'ouest de l'île. Et enfin, il sera souterrain, au cœur du centre-ville, dans le tunnel centenaire du Mont-Royal. Il y aura aussi un nouveau tunnel construit pour relier l'aéroport au reste du réseau. Le REM est le premier réseau de transport 100% automatisé dans le Grand Montréal. Il n'y a pas d'opérateur à bord des voitures. Le REM sera entièrement géré par un centre de contrôle. Son automatisation comporte de nombreux avantages. Le système offre sécurité et fiabilité pour l'usager. Vidéosurveillance, c'est nous qui donnons ça. L'assistance d'automatisation d'ouverture des portes, c'est nous qui donnons ça. Les caméras sont intégrées à l'intérieur pour compter le nombre de gens qui rentrent, qui fréquentent les métros, afin qu'ils accélèrent la distribution des métros. Cette fréquence peut être augmentée dans le futur à des passages à tous les 90 secondes selon l'évolution de l'achalandage.
La construction du REM progresse rapidement dans le Grand Montréal. Plusieurs infrastructures sont en pleine construction. Le projet représente entre autres 67 km de voies, 26 stations, 2 centres d'entretien, 14 stationnements incitatifs, 3 stations connectées au métro de Montréal, dont l'une est parmi les stations les plus profondes en Amérique du Nord. Plus de 18 km de structures aériennes, 3,5 km de tunnels à construire en direction de l'aéroport et 5 km de tunnels à moderniser. Le premier segment du REM sera en service en 2022 entre la rive sud et la gare centrale. Le REM est le premier projet de CDPQ Infra. Planifié en l'espace de 2 ans et maintenant en construction, le REM est caractérisé par son exécution rapide et efficace. C'est un client dont on est fier, qu'on continue à servir. Je ne vais pas prendre plus de vos temps. Je sais que vous êtes très occupés, chers honorables. Je vais faire une petite démonstration de ces petits 2 systèmes que j'ai concoctés ici. Après, ça va être, si on a des questions, on pourra répondre aux questions. Pour les systèmes d'accès, dans le temps, c'était des clés normales. Les clés, c'est quoi les conséquences? Si je perds ma clé, quelqu'un d'autre peut l'utiliser et il n'y aura pas de trace. Malheureusement, c'est moi qui avais la clé qui va être responsable du problème qui arrive. J'avais vu dernièrement au ministère des Affaires étrangères, ici chez nous, une bonne pratique d'ailleurs. Il y a 3 personnes qui ont 3 clés différentes pour accéder au lieu où il y a des passeports, les choses de valeur, le passeport non imprimé. Ça prend les 3, c'est parfait, c'est solide. Mais avec l'évolution de la technologie, on fait la même chose, ça prend ces 3 personnes, mais sauf que pas avec des clés normales, des clés traditionnelles qui peuvent être piratées, qui peuvent être trafiquées, mais avec des cartes comme ça, qui sont imprimées avec l'identité de la personne, avec la photo. Mais le système identifiera aussi à chaque passage que telle personne est passée à telle place. On a d'autres modèles de cartes, il y en a beaucoup, sous forme de porte-clés. Si ça devient beaucoup, on peut l'accrocher, mais ça fait le même travail. Pour ne pas vous garder longtemps, j'ai juste configuré 3 utilisateurs et puis on va tester à peu près 3 fonctionnements. Pour ce qui est des fonctionnements, il y a des millions et des millions de modes de fonctionnement. C'est infini. Tout ce qu'on nous apprend à l'école, c'est comment comprendre les systèmes et puis s'adapter aux besoins de la situation. Parce que la sécurité la sécurité que le prison a besoin, ce ne sont pas les mêmes sécurités que les institutions quelconques en auront besoin. Donc c'est selon la situation qu'on s'adapte et on fournit les choses selon cette situation. Moi, j'en ai ici M. Jérôme Poudia, qui est responsable d'une entreprise. Lui, il a l'accès 24/24 heures pour accéder au bureau. Il peut venir, même si c'est des vacances, n'importe quand il peut y passer et il n'y aura pas de problème. Ça, c'est mon lecteur de cartes. Ça, j'ai simulé. Les CP, c'est les contacts des portes. On pouvait l'installer, ces contacts. Pas celui-là. Ça, c'est juste la représentation. Je pouvais installer les contacts sur les portes. Les 2 portes ou les 3 portes qui sont ici, on en a 4. Mais à chaque fois que ces portes sont ouvertes, vous serez au courant que la porte est ouverte. Et si les composantes sont installées à l'extérieur, avant que la personne accède dans le lieu protégé, il faut passer sa carte. Mais encore, il faut qu'il ait les droits d'accéder. C'est qui donne les droits? C'est les clients. Les clients, c'est qui? Ça peut être les gouvernements, les chefs de service. C'est celui qui dit tel agent peut circuler partout. De telle heure à telle heure, tel autre non. Tel autre doit aller juste là. Tel autre, c'est seulement les samedis, parce que c'est lui qui s'occupe d'entretien. Mais vous êtes au contrôle, par exemple. Vous êtes au courant de qui est dans la bâtisse. En même temps, s'il y a une urgence, vous
pouvez sauver tout le monde parce que vous êtes au courant de tout le monde qui est là-dedans. Alors lui, il a l'accès. Si j'essaye, là je me mets dans la peau de quelqu'un qui vient, qui casse la porte. Le contact est ouvert. Il y aura, on va arrêter ça pour le bruit, il y aura une sirène et le système va signifier que la porte, dommage, notre projection n'a pas fonctionné, le système va signifier là que la porte est forcée. Donc si on est au niveau d'une bâtisse qui a 18 niveaux, qui est trop grand, au moins les services de sécurité sauront que quelle porte qui a été forcée. Là, c'est ma porte de l'entrepôt au deuxième étage qui a été forcée, qui vient d'être forcée. Et l'agent de sécurité qui est au rez-de-chaussée ne va pas aller chercher loin, il va aller au deuxième étage, porte d'entrepôt, parce que c'est elle qui est forcée. Tandis que dans la même situation, lui, il a l'accès, il passe sa carte, il a l'accès autorisé, on voit sa photo, il peut ouvrir la porte et rentrer, il n'y aura pas l'alarme. Mais je sais que c'est le boss lui-même qui est rentré, par exemple. Les services de sécurité, c'est eux qui savent, oh, le boss vient de rentrer. Mais il peut arriver dans une situation où c'est quelqu'un d'autre qui est rentré, ou voire même le boss lui-même, mais il laisse la porte ouverte pour que quelqu'un d'autre rentre en arrière. Là, après 30 secondes, si la porte est ouverte, le système va commencer à faire les alertes. Dépendamment du niveau d'alerte, ça peut allumer une lumière, ça peut barrer toutes les autres portes, ça peut barrer les clôtures, ça peut éteindre les lumières, ça peut fermer toutes les portes, ça peut faire tout ce qu'on veut que le système fasse. Mais pour le moment, pour ces petits systèmes basiques, ça nous aide juste à nous dire que la porte est ouverte. Et là, si vous allez physiquement, vous allez retrouver la porte exactement ouverte. Et la solution, c'est quoi? C'est juste la fermer. Et ça va s'arrêter. On s'en va dans la situation. J'ai choisi Rihanna, là, juste pour s'égayer. Elle aussi, elle a droit 24/24 heures. Mais cette fois-ci, elle n'a pas ces modèles de cartes parce qu'elle trouve ça gros. Elle a ça, mais ça fait la même affaire. Rihanna apparaît là, le système montre que c'est lui qui vient, que c'est elle qui vient de rentrer. Mais ça peut arriver qu'elle se fasse voler sa clé. C'est pourquoi nous recommandons aussi, en plus d'avoir le contrôle d'accès, d'installer dans nos maisons, nous on ne donne pas aux maisons, dans nos institutions, les systèmes d'alarme. Parce qu'en plus de passer ma carte, qui m'ouvre la porte, le système d'alarme qui est relié au système d'accès entame les décomptes de 30 secondes afin que la personne puisse mettre son code pour savoir si c'est elle vraiment qui vient de rentrer dans l'édifice. Si le code n'est pas correct, au bout de 30 secondes, le système fait alerte au niveau local, les sirènes sonnent, mais les services de sécurité sont informés aussi dans les secondes qui suivent. Madame Rihanna vient de perdre sa carte. On va prendre sa carte rapidement. Elle perd sa carte, mais elle nous informe que je viens de perdre ma carte. Ça se peut que je l'ai oublié à la maison, ça se peut que je l'ai perdu, ça se peut que je me suis fait voler. Elle va juste appeler, informer à la personne qui s'occupe de la sécurité, qui s'occupe de la gestion du système. Et cette personne, en un clic, va aller faire deux choses. Soit mettre la carte sous surveillance. En mettant la carte sous surveillance, on veut savoir qui réellement a ramassé cette carte. En mettant la carte sous surveillance, la carte va avoir accès, mais les services de sécurité vont être alertés pour dire que cette carte est sous surveillance. Elle vient d'accéder quel étage? On a juste une seule porte. Elle vient d'accéder au deuxième étage, dans l'entrepôt, à 13h, 1h40, dépendamment de l'heure de mon ordinateur. Ah voilà, la bonne heure est là. Je te donne la date et la minute. Les services de sécurité peuvent appuyer sur un bouton et bloquer toutes les portes. Ou carrément appuyer sur un autre bouton, désactiver la carte. Et la personne ne va plus sortir. Et ils vont l'intercepter. C'est l'ensemble de même système qu'on offre dans des hôpitaux psychiatriques,
dans des prisons à sécurité maximale, mais cette fois-ci avec une table, on l'appelle console, avec plein de boutons, comme ça. Chaque bouton ouvre une porte. Si on a deux portes, les deux portes ne peuvent pas s'ouvrir au même moment. La première porte ouvre, la seconde elle est barrée. Le système ne va pas fonctionner. Le système fonctionnera lorsque la première porte va être fermée pour assurer la sécurité. Avec un seul bouton, on peut déverrouiller toutes les portes, quel que soit le nombre. Mais avec le seul bouton, on peut aussi fermer toutes les portes, quel que soit le nombre. Ça facilite aux gens qui s'occupent de la sécurité. Imaginez qu'il y a, on est à l'aéroport, on est à un lieu public, il y a des gens qui surgissent de nulle part pour agresser ou attaquer la population dans l'édifice fermé. Mais le chargé de sécurité peut appuyer juste sur un bouton, ça verrouille toutes les portes. Ça diminue les dégâts. Il peut appuyer sur un bouton, ça éteint toutes les lumières. Ils restent dans le noir et ils font leur travail parce qu'ils sont les spécialistes pour nous protéger. Donc, nos systèmes ne font que les aider à accomplir leur travail, mais de façon efficace. Deuxième chose que la personne qui s'occupe de la sécurité peut faire, ce ne veut pas surveiller la carte, elle peut juste la désactiver en signalant que cette carte est volée ou perdue. Excusez. Là, elle s'en va à la même place. Elle décoche là, mais elle coche carte perdue ou volée. Dans ce cas, la carte ne va pas fonctionner. Le refus est automatique. Ça clignote. Si elle ouvre la porte, elle ne peut pas ouvrir parce que, en plus, on installe des composantes comme ça. Il y en a plusieurs, beaucoup, de tout type. C'est ça le locker qu'on installe dans la porte, qui fait en sorte que lorsque la personne a l'accès, ça s'ouvre et la porte s'ouvre. Mais si la personne n'a pas accès, cette chose ici ne peut pas s'ouvrir. Il y a une sinoloïde là-dedans, c'est des termes techniques, mais qu'est-ce que ça aide, les sinoloïdes? Ça donne la puissance de 1500 kg à cette chose ici. Les autres là, qui sont des gâches électriques, mais industriels, ils ont dans de 3000 et quelques, voire même 5000 kg de puissance, kg force. Tout ceci peut dire que même si vous reculez, vous êtes 6-7, vous rentrez dedans dans la porte, ça ne va pas s'ouvrir. C'est impossible. Il faut avoir l'accès. Ça fait partie des choses qu'on installe. Ces autres choses ici, ça c'est un modèle, ça fait partie des détecteurs de mouvement. Il y en a ceux qu'on installe à l'intérieur, qui sont petits, jolis, cute. Mais ça c'est installé à l'extérieur, ça peut détecter une personne à 300 mètres. C'est des beams qu'on installe dans de grosses institutions, dans la place où la sécurité est nécessaire vraiment. Et on configure le système pour dire que à partir de telle heure, si l'être humain traverse cette onde, il faut que tu fasses l'alerte. L'alerte peut être bruyante, ça peut aussi être silencieux. Tout ça pour aider les services à faire leur service correctement. Je disais tantôt, on a désactivé la carte, on l'a signalé comme volée. Si on s'en va à notre système, le chargé de sécurité va recevoir. Là, j'ai pas eu le temps de configurer. On peut configurer un petit son que même s'il dormait, l'agent de sécurité, il va entendre ces sons à son poste ou à son téléphone qui va l'alerter qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça va lui donner le message que l'accès, premièrement, a été refusé à Madame Rihanna parce qu'elle a perdu sa carte. Et cette carte est considérée comme perdue ou volée. Donc, il n'y a pas lieu de craindre pour dire que non, peut-être je peux oublier ma carte quelque part, quelqu'un veut accéder à ma maison. Mais si vous avez le contrôle d'accès, vous avez le système d'alarme, vous avez perdu votre carte d'accès, vous n'avez pas perdu non plus votre système d'alarme, parce que vous avez les codes. Mais vous aurez le temps rendu là à informer et puis le tout va être désactivé. Nous, on fournit le système, mais la personne qui protège son système, c'est le client. Ça, je peux donner un secret, si ça devient à la mode, tout le monde a besoin d'accéder à son système à distance.
Mais qui dit distance dit utiliser le réseau Internet. Qui dit réseau Internet dit s'exposer à des piratages. C'est pourquoi des gros lieux, le système n'est pas sur Internet, jamais. Le système peut être utilisé au niveau local, mais il fonctionne avec des ondes venant du système, qui est inviolable. Dans les prisons, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les lieux de la sécurité intense, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans des lieux où la sécurité n'est pas vraiment, on veut avoir l'accès à distance, oui, on va avoir accès à distance. Mais ce n'est pas impossible d'avoir accès à distance tout en étant dans la sécurité. Il faut juste engager des bons professionnels. Les gens qui s'occupent des systèmes informatiques peuvent créer un tunnel sécurisé. C'est ça qu'on fait là quand on paye des billets en ligne et tout ça là. On ne peut pas refuser l'Internet. Mais il y a des spécialistes de la sécurité qui créent un tunnel pour que tout se fasse de façon sécuritaire. Si vous avez besoin d'accéder à votre système à distance. On a préparé une autre petite chose pour finaliser notre exposé et se soumettre aux questions s'il y en a, mais aussi et surtout de laisser les excellences retourner. On ne peut pas prendre toute leur journée, ils sont trop occupés. La toute petite dernière chose, c'est le système d'alarme. Il fonctionne aussi avec des composantes que nous installons partout. C'est grâce à ce système ici que on va configurer un code secret. Vous pouvez avoir 10, 15, 100, 200, 300 employés et chacun des employés va avoir son code. À chaque fois que la personne, le code d'un employé ne peut pas fonctionner pour l'autre. Alors à chaque fois que la personne va arriver, il arme son système, vous saurez que le travail est arrivé à temps, il a armé son système et puis tout est correct. Ça permet aussi de rester au contrôle. Pour le contrôle d'accès, ici, je retourne vite fait. On l'utilise aussi comme un système de pointage. Je sais que ça peut ne pas être intéressant pour tout le monde parce qu'il y a des places où, quand même, nos travailleurs arrivent en retard, malheureusement. Mais pour un employeur qui est un businessman, je peux dire l'État aussi, s'il paye pour 40 heures la semaine et que la personne arrive à 10 heures pour retourner à la maison à 11 heures, mais en quelque sorte, on est en train de perdre des heures de travail. Mais grâce au système de pointage in et out, on peut savoir quand est-ce que la personne est arrivée. On peut configurer des cartes pour dire que la carte va fonctionner de telle heure à telle heure. On peut vraiment le configurer de la façon dont nous voulons, mais ça nous permettrait aussi d'avoir un feedback de combien de sorties la personne a fait pendant la journée, quand est-ce qu'elle est arrivée, quand est-ce qu'elle est sortie. Au Canada, ils profitaient comme ça, là, parce que les fumeurs ont droit à 15 minutes de pause cigarette. Alors, à chaque 15 minutes, ils le prenaient là, par exemple, 4 fois, 5 fois. Mais si on prend 15 fois 4, ça devient une petite heure que la personne vient de piquer à l'entreprise. Ça se pourrait que la personne coûte $190 de l'heure. On net à l'entreprise, peut-être 200 et quelques au brut. Mais une heure, multiplié par 5 jours, ça fait 5 heures. Multiplié par 200 et quelques de brut par heure, mais par mois, par année. Alors, de façon légale, on nous fait installer ça. Ça permet de savoir combien de fois la personne est sortie. Pour limiter la perte. Ça peut être notre gouvernement aussi. Moi, j'ai fait la demande pour les numéros d'impôt pour la société Secure Expert. Ça m'a fait 6 mois pour l'avoir. 6 mois pour l'avoir. Mais ce n'est pas que le système n'est pas correct. Le système est correct. Le problème peut subvenir juste que un Gilbert qui devait arriver à 8 heures, mais il vient à 16 heures ou à 15 heures. Et il a 100 dossiers à travailler. Mais il travaille pour 2 heures et puis s'en va. Dans tout ça, ça s'accumule, et puis les retards s'accumulent. Mais qui perd, c'est l'État. Alors nos systèmes aident à donner le contrôle pour que le tout se passe comme il faut, en plus d'apporter la sécurité.
pour mettre fin à notre exposé, tout ce que Secure Expert et Protect Max est en train d'offrir au Canada, c'est ça que nous voulons offrir ici via tout simplement Secure Expert. Je vous remercie, chers excellences. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au moment des questions. De toute façon, vous allez poser des questions. Vous venez vers vous. Ma première question est la suivante. Je n'ai pas eu de précision sur le fait que vos matériels ne marchent qu'avec le courant, ou bien vous avez des piles ou des batteries incorporées. Parce que nous avons un problème majeur au Congo, le courant peut partir. Quels sont les mécanismes que vous prenez pour prendre en charge ce genre de cas, en cas de coupure de courant? On peut être en train de surveiller, le courant part, et on a peut-être les groupes électrogènes, il y a pénurie de carburant, on ne sait pas allumer les groupes, on ne voit plus rien. Et quelles sont les mesures pour dans ce genre de cas? Est-ce qu'il y a un système de backup qui permet à ce que les systèmes puissent rester en fonctionnement pendant un temps, le temps qu'on puisse trouver la solution pour relancer le courant ou d'autres mesures qui peuvent être prises comme les panneaux? Ça, c'était ma première question. Je m'excuse, j'ai noté mes questions. La deuxième question, c'est par rapport au Congo. Parce que vous avez parlé en général. Est-ce qu'il y a-t-il des projets locaux spécifiques que vous avez déjà en cours au Congo? Et comment est-ce que ça peut s'adapter au marché local, vos solutions informatiques? C'est ça les deux petites questions que j'avais. Parfait. Merci beaucoup, M. Marcel. La première question, on va la répondre de façon simplement. Le système de sécurité ici, premièrement, c'est de low voltage. Ça ne consomme pas beaucoup d'électricité, ce qui fait en sorte que le système qui est là, grand qu'il soit, avec une batterie, on fournit bien sûr une batterie de backup, lui-même le système charge la batterie. Il y a un système de recharge là-dedans. Il y a une petite batterie qui rentre dans la boîte de 12 volts, 7 ampères heure. S'il y a coupure de courant, cette batterie est capable de fonctionner pendant 48 heures. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse à la même question. Ici au Congo, j'ai déjà adapté pas mal dans l'informel, parce que j'avais pas encore de tous les documents, mais j'ai installé chez mes connaissances. J'utilise la batterie du véhicule, qui a 12 volts, mais 75 ampères heure. Alors, vous allez comprendre par là que si 7 ampères heure fait 48 heures, 75 ampères heure ou 150 ampères heure, et ça va faire beaucoup. Il y a même ceux des clients où est-ce que j'ai installé ici, ils ne les branchent même pas au courant. Ils utilisent juste la batterie avec un petit panneau solaire qui charge la batterie. Donc, à ce moment-là, on avait réfléchi à ce point-là, parce que je sais, c'est chez nous ici, je sais qu'il n'y a pas, le courant n'est pas stable. Pour la deuxième question, vous pouvez juste me la rappeler, s'il vous plaît? Je voudrais savoir si vous avez déjà des marchés ici au Congo. Oui. En dehors du fait que vous avez certains marchands informels. Oui. Le marché, c'est vous. C'est pourquoi je vous ai invité. On cherche les marchés, mais je me suis dit, on ne peut pas chercher les marchés sans se présenter. On ne peut pas chercher le marché sans démontrer ce qu'on vale. Parce qu'il y a plein de charlatans, il y en a beaucoup. Pour gagner les marchés, moi j'essaie même, j'ai acheté pas mal de systèmes qui m'ont coûté facilement dans des 9 000, 10 000, que je suis en train de laisser à des places stratégiques pour qu'ils voient. Même ici, j'ai essayé de faire, bien sûr sans leur autorisation, mais j'ai parlé aux responsables, de faire une petite analyse vite fait. J'ai vu plein de caméras, mais j'ai vu même la centrale de surveillance, j'ai failli tomber par terre. Alors j'ai proposé de laisser 2 caméras sophistiquées, un kit au complet, installé gratuitement pour qu'ils utilisent, pour qu'ils voient si ça vaut la peine ou pas. Donc c'est comme ça que je fonctionne pour avoir le marché. Je vais convaincre les clients et non pas voler, parce qu'il y en a ceux qui volent.
Parce que voler, c'est installer quelque chose. Moi, j'ai des systèmes que j'ai installés ici, qui totalisent maintenant 10-15 ans. On ne m'a jamais appelé pour dire que non, c'est mort. Parce qu'au Canada, quand on installe la chose, il est très facile de finir toute la situation quand tu es sur le terrain chez les clients. Mais s'il faut retourner, c'est toi qui perds l'argent. Parce que c'est par heure que tu payes. Par heure qu'on te paye. Alors, on installe des choses en suivant le principe, je vais dire, du manufacturier. Et les manufacturiers donnent la garantie de 3 ans si la chose tombe en panne, sauf s'il y a des survoltages, parce que ça, on ne contrôle pas. Les manufacturiers te remplacent. Nous, on donne la garantie d'1 an, plus les 3 ans du manufacturier. Ça ne se donne pas au Congo, hein, ça. Au Congo, je te répare ton auto, il démarre, il roule. Oh, commencez à rouler là. Tu es parti, tu retournes. Non, tu étais sorti ici, ça roulait. Donc c'est une autre facture. Nous, on donne la garantie. 1 an plus 3 ans du manufacturier. Sauf s'il y a le survoltage. Ça, on ne couvre pas. Donc c'est vous, les futurs clients. Merci. Ah, ouais, il marche. Bien, merci. Je réponds au nom du général-major Cézou-Goumont. Je viens de l'état-major général de FARDC. Et ici, je représente le chef d'état-major général. J'ai suivi avec attention votre exposé. Je tiens personnellement à vous féliciter. Merci. Parce que c'est parmi les leaders dans les domaines dans notre pays. Ma première question, c'est ce que mon prédécesseur a posé. J'ai déjà la réponse. Le deuxième volet de ma question, c'est en rapport avec la formation. Parce que vous êtes une entreprise jeune, leader aussi, parce que je ne crois pas qu'il y a ce genre d'entreprise dans notre pays. Vous apportez une nouvelle expertise. Pensez-vous former les jeunes pour pouvoir aussi créer des emplois, pourquoi pas? C'est ça le deuxième volet de ma question. Merci. Merci beaucoup, mon major. Oui, ça fait partie de... Parce qu'on ne peut pas travailler seul. On va travailler avec nos frères et sœurs ici, au Congo. À la fin de cette séance, on a programmé qu'on avait besoin de gens qui travaillent déjà comme électriciens. Parce que c'est 18 mois de formation pour faire l'ensemble de l'intelligence des bâtiments et puis la sécurité. C'est 18 mois à temps plein de 8h à 16h. C'est énorme. On ne peut pas le faire vite fait, mais on a 2 plans. Premier plan, on va prendre les gens qui sont dans le métier comme les électriciens. Parce que dans notre métier, on a un petit volet d'informatique appliqué à la sécurité. On prendra aussi les informaticiens. Dans notre métier, on a aussi un autre petit volet des gens qui sont aptes dans l'installation manuelle. On va les prendre aussi pour faire une petite formation de 2 jours. Donc 16 heures, ça va être donné gratuitement. Je vais amener plusieurs autres composantes. On va faire une petite formation pratico-pratique. Comment installer? La configuration, c'est compliqué. Ça va venir au deuxième volet. Mais on va faire la formation pour l'installation des composants. Parce que si dans les groupes, on a une personne qui configure, une personne peut configurer 100 systèmes. Mais la deuxième chose qu'on prévoit, c'est ouvrir un centre de formation. Ça, c'est si on est accueilli. Si on nous accueille bien, si nos autorités nous aident, nous poussent dans les dos, ils nous donnent des marchés, on a les moyens de nos politiques, on veut créer un centre de formation professionnelle qui va former les jeunes dans nos solutions ici, mais pas pour 1 mois, pour 2 mois. Moi, je vais scinder les formations pour compacter. Ça va être une formation de 8 mois. 8 mois pour avoir toutes les bases de l'électronique liée à la sécurité et 1 mois par module pour la spécialité.
Donc c'est dans nos projets, en tout cas, de travailler avec nos frères ici. C'est pour ça qu'on est là. Et je crois que vous êtes un jeune à encourager, à appuyer et à soutenir. Mais je me dis, quand je vous ai suivi, j'ai des petites préoccupations. La première, vous vous adressez uniquement aux entreprises privées, parétatiques ou étatiques et pas aux individus, pas aux particuliers. Et pourtant, il y a de ces particuliers qui sont nantis et qui ont beaucoup d'avoirs à protéger, à sécuriser. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ce choix-là, écarter les particuliers. Deuxième petite question, et vous l'avez vous-même dit, voici les entreprises qui nous ont fait confiance. Or, tous les services de sécurité, ce sont des services qui ont eux-mêmes peur d'être infiltrés. Alors, moi, je me dis, vous voulez travailler avec l'armée, avec de grandes entreprises, mais quelle est la stratégie que vous avez mise en place, pour qu'il y ait cet élément confiance, pour qu'ils se disent que non, je suis sûr, c'est que je ne suis pas surveillé. Moi-même, je ne suis pas infiltré. Il n'y a pas de doublure. Alors, cette stratégie-là, ça serait une bonne chose que vous puissiez la communiquer pour que le client potentiel puisse se sentir à l'aise sans arrière-pensée. Merci beaucoup. Super. C'est deux grosses questions. La deuxième, elle est difficile, mais pas vraiment difficile aussi. On va essayer d'élucider ça. On a une stratégie prévue pour ça, parce que la sécurité, c'est une question de confiance. S'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la sécurité. Le premier volet, pourquoi on a choisi du business to business, c'est parce que c'est dans ces sphères-là d'activité qu'on a évolué depuis des années. On est habitué à faire de gros systèmes complexes, comme 200 portes à surveiller sur un seul immeuble, comme les gros prisons, c'est des 300, 400 cellules. Donc c'est l'ensemble des gros systèmes qui fonctionnent en mèche. Ce n'est pas qu'on ne veut pas sécuriser les particuliers, mais il y a des particuliers qu'on se déplace pour aller sécuriser, mais pas tout le monde. Parce qu'il faut aller installer un petit panneau comme le petit système qui est là, tu perds beaucoup de temps. C'est vraiment en termes de temps. Et chez nous, ça ne se paye pas par heure, mais au Canada, ça se paye par heure. Alors, le temps que vous êtes en train de perdre chez un client, vous perdez vraiment des gros contrats. Parce qu'il y a des contrats où vous allez là, vous avez 1 an, 2 ans pour rouler ce contrat. Mais chez un client qui est aussi noble, c'est une journée, mais vous perdez les autres là. Donc, pour vraiment se cadrer dans votre question, ces questions qu'on est habitué dès le début à faire du business to business. Mais qui nous dit que ça ne va pas changer? Parce que là, on est chez nous, on est au Congo, on va former les jeunes, on va travailler avec les jeunes. On a plus la main-d'œuvre, mais on va pouvoir le distribuer. On peut les envoyer chez les particuliers, ça c'est sûr. Mais au Canada, c'est B2B, rien que ça. Ici, ça peut être autre, ça c'est sûr et certain. Le deuxième volet de votre question est très important. Nous avons prévu de travailler en collaboration avec les institutions qui nous donnent le contrat. Vous nous donnez le contrat, on va former vos techniciens à vous, si vous n'avez pas confiance en nous. On va former vos techniciens à vous. On va les donner les choses nécessaires, les expliquer comment implanter ces systèmes, comment installer physiquement les composants, comment les brancher pour qu'ils fonctionnent en série. Ils vont comprendre tout ça. Après, on va les apprendre comment configurer ces systèmes. Et ils vont les configurer au niveau interne. Donc, c'est aux institutions qui nous donnent le mandat de nous choisir, par exemple, comme, excusez-moi, monsieur, votre nom encore? Comme monsieur Lecoul vient de dire, qui est spécialiste en l'informatique. Oui. Nous arrivons au sein de son entreprise, il y a un spécialiste d'informatique, on travaille beaucoup avec eux, parfois on se chicane.
Parce qu'ils nous ouvrent des ports, et puis parfois tu les appelles, ils ne répondent pas. On travaille beaucoup en communication avec les informaticiens. Et il va nous fournir son informaticien. L'informaticien, il connaît c'est quoi ouvrir un port, c'est quoi protéger une ligne, c'est quoi protéger la communication. Vous allez lui dire, monsieur l'informaticien, le système ici fonctionne avec le port qui va de tel chiffre à tel chiffre. C'est lui-même qui va le créer son port. C'est lui-même qui va avoir son accès. Au sein de la même entreprise, on fournit quelqu'un qui est chargé de maintenance des immeubles. Je pense que ça existe ici aussi. Hein. Maintenance des immeubles. Pas les gens qui ont une formation en gestion des bâtisses. Oui. On nous fournit les autres. Ils savent déjà les matériels qu'ils ont. Nous, on les adapte, on les forme pour des raisons de leur utilisation du système. Après, ils les font à l'interne. Et nous, on n'aura plus accès. Jamais, jamais, jamais. Ouais. Même pour tous nos clients, on n'a pas accès. Au stock qu'on installe, on n'a pas accès, pas du tout. C'est lui-même qui a ses mots de passe, c'est lui-même qui contrôle ces choses. Mais il y a les autres clients qui font confiance parce que tu ne peux pas laisser au client le paramétrage il peut être administrateur de son système, mais si tu lui laisses la place d'installateur, il peut faquer toute la patente là, demain t'appeler, il n'y a rien qui marche. Il y a des places où s'il n'y a rien qui marche, c'est très dangereux. Si les ascenseurs sont contrôlés par nos systèmes, tout arrête, les gens s'arrêtent dans l'ascenseur, c'est la cacophonie, c'est extraordinaire. Alors à ces places-là, ils nous laissent l'accès à distance, mais supervisé par l'informatique. Si on veut accéder parce qu'il y a une panne, c'est l'informaticien qui va être là, à l'autre bout de fil, qui nous ouvre les portes pour qu'on rentre et puis il nous surveille. Oui. Merci. Tout d'abord, je vous félicite pour le travail que vous faites. J'ai quelques préoccupations. Vous avez parlé de RAPI quand vous analysez les plaques d'immatriculation. Alors je me dis, vous vous contentez juste de la photo de la plaque ou bien vous êtes relié à la base de données de services qui distribuent des plaques. La même préoccupation, c'est par rapport aux analytiques. Quand quelqu'un vient de forcer un passage et que les services sont alertés, cette reconnaissance faciale, vous êtes relié à la base de données de la population ou bien c'est juste la photo de la personne et vous allez investiguer par la suite. J'ai d'autres questions, je les pose comme ça, vous allez répondre. Je risque d'oublier. Oui. Oui. Je voulais aussi la sécurité est concentrée juste. Il y a des agents de sécurité qui observent, qui font le monitoring des différents sites. Donc, ce qui fait que pour une entreprise, le PDG, le CEO, n'est pas au courant. C'est peut-être lorsqu'il va arriver plus tard, on va lui relater l'incident. Et vous avez dit que pour des raisons diverses, vous ne voulez pas que les gens puissent monitorer, contrôler à distance. Mais il n'y a pas moyen, avec la tendance, de prévoir une application qui peut être Android ou bien OS, pour que, ne serait-ce qu'une notification, une alerte parvienne à distance au CEO. Une autre préoccupation, nous allons les uns les autres rentrer dans nos organes, dans nos institutions, dans nos établissements. Nous allons en parler aux collègues, aux supérieurs, aux subalternes. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication de prix pour une PME de 15 personnes localisées sur un seul site? Pour dire qu'en principe, pour un minimum, bien sûr, il y a beaucoup de choses à intégrer, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, le contrôle sexuel, mais une PME ordinaire, minimum, pour avoir une indication du prix de ce que ça peut coûter l'implémentation d'un pareil système. Merci. Parfait. Si j'ai oublié d'autres questions, vous allez me rappeler, oui. J'ai noté vite fait. On a les RAPI, premièrement, le reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation. On n'est pas relié à la base des données, par exemple, de l'entité qui fournit les plaques.
on peut l'être, dépendamment de partenariat qui peut être fait. Mais la base des données s'est fait au fur et à mesure, dépendamment de l'entité qui a la responsabilité. Parce qu'il y a des lois qui existent. Au Canada, il y en a des lois qui existent. Ici, chez nous, je sais qu'il y en a aussi plein de lois qui existent dans ce sens. Tu peux pas prendre la face de quelqu'un comme ça parce que ça t'enchante et puis tu le mets dans une base de données. Non. Tu peux pas non plus prendre une plaque d'immatriculation comme ça, tu le mets dans une base de données. Non, non. Mais par contre, si moi j'ai mon entreprise, j'ai le droit de savoir quelle voiture rentre dans ma parcelle, par exemple. Ça, j'ai le droit. L'État me donne ces droits-là. Je vais savoir c'est qui vient chez moi. Là, on va confectionner la base de données. On va dire au système que toute plaque qui va rentrer dans cet édifice prélève la plaque. Et ça reste dans la base de données locale, pas sur les nuages, locale. Mais cette base de données aussi peut être demandée par les gouvernements, comme ça s'est fait au Canada, c'est en collaboration directe avec l'organe qui fournit les plaques, parce qu'ils veulent savoir quoi, si l'auto passe dans une ville, n'a pas payé le péage. Il n'y a personne qui est là pour te suivre, non, t'as pas payé le péage. Tout le monde est identifié. Si tu passes sur le péage, la caméra détecte la plaque, il donne l'information à l'entité qui fait payer les péages, et puis tu recevras la facture après, chez toi. Ça aide dans ce sens-là. Mais les infos restent au niveau local. Le prélèvement des plaques aide aussi, par exemple, à faire les access control. Il y a des places où on dit, OK, c'est les VP, c'est les présidents qui arrivent, au lieu qu'ils restent là à passer la carte. Les systèmes, si tu vois la plaque du président, débarre la porte, débarre la barrière. Mais là, tu es obligé de prendre, de prélever la plaque et puis de le dire au système. Et quand le PDG va arriver à côté de la porte, de la barrière, le système débarre la porte automatiquement. Tout comme tu peux faire le contraire, dire au système, quand il voit cette plaque-là, débarque par la porte. Tu peux tout faire avec ça. Mais pour répondre honnêtement, les bases de données se font au fur et à mesure, mais dépendamment du niveau de pouvoir que vous avez pour prélever les plaques, sans se faire amener en justice. Donc il y a des normes et des règles qu'il faut suivre et puis aller dans ces règles-là. L'accès à distance, oui. Tous les composantes, parce que nous, on est juste les installateurs des systèmes de sécurité. On a la formation pour installer les systèmes de sécurité selon ce que le manufacturier nous dit de faire. Parce que le manufacturier a fabriqué son système, il dit si tu les branches comme ça, tu les configures comme ça, il va se comporter comme ça. Et là, le système peut rester là 25 ans sans avoir de problème. Que quand un profane ramasse un système, il vient te l'installer, il va fonctionner médiocrement et puis par après, ça dépend du système, combien il a coûté. S'il fonctionne pas bien, tu ne seras pas content non plus. J'espère les techniciens non plus. Donc, ils fabriquent des logiciels qui viennent avec ça, des applications qui te donnent toute l'information, même pour les plaques d'immatriculation qui t'envoient direct. Donc, ils fabriquent eux-mêmes en fournissant les produits. Ils ont déjà les logiciels codés, très sécurisés, qui communiquent avec leurs histoires. L'autre chose, c'était la face. Oui, l'analyse faciale, ça aussi, c'est bien légiféré là. Tu ne fais pas prélever n'importe comment. D'ailleurs, pour installer une caméra qui fait de l'analyse faciale, il faut être sûr que tu en as le droit selon les lois qui existent au pays. Mais si c'est le gouvernement, c'est lui-même qui fait des lois, comme aux aéroports, mais ça c'est, comment je peux dire, on a donné les droits tacites. On veut se protéger nous tous. Donc le gouvernement, c'est lui le boss, partout dans le monde. S'il veut installer l'analyse faciale pour protéger les gens à l'aéroport, il va le faire. S'il veut installer l'analyse faciale, par exemple, à côté des institutions qui sont sensibles, il va le faire. C'est à ce temps-là que nous, on intervient. Mais bien sûr, en leur donnant la formation, en leur laissant la charge de configurer et le contrôle de leur système. C'est quand ils ont vraiment des problèmes que les gestionnaires du système n'est pas capable de gérer. Là, ils nous appellent pour les appels des services et on y va là-bas. C'est ça qu'on fait avec la police au Canada, avec les prisons. Je n'arrive pas là, je rentre. Non, tu arrives là, tu fais le contrôle comme tout le monde.
On scanne comme tout le monde, et puis, mais il y a des contrôles de sécurité. Au Canada, je suis sécurité du niveau 2. Donc, on check que si tu n'as pas de casier criminel, si tu payes tes impôts, si tu es un bon citoyen, pour arriver à de telles places. Sinon, tu n'arrives pas. Je ne sais pas si j'ai oublié une... Oui. Oui. L'indication des prix, ce n'était pas prévu pour notre conférence. C'est pourquoi on a distribué nos dépliants. Nos numéros fonctionnent. Ça, nous-mêmes, on descend sur le terrain, premièrement, pour faire l'analyse. On ne peut pas juste donner le prix comme ça. Il y a des maisons qui sont construites en briques. Il y a des maisons qui sont construites en ceci. Il faut d'abord analyser. Est-ce que les bétons qui sont ici vont accepter le contact sans fil? Est-ce qu'il n'y a pas des interférences? Ça prend vraiment une étude, même si c'est une petite installation. C'est ça qui fait qu'on installe des bonnes choses, qui fonctionnent longtemps. Ok, merci beaucoup. Compte tenu du temps, on va poser seulement des questions pour que l'espace des membres le pourrait passer. Oui. Bon, merci beaucoup de la parole. J'ai semblé un peu bien suivi ce que vous avez exposé, parce que je voulais poser la question bien avant, mais il y a des éléments de réponse que vous avez déjà énoncés. Ça concerne sur la formation, parce que la formation a deux volets, hein, en tant qu'utilisateur et en tant que concepteur. Mais quand vous avez donné des explications, je vois que vous utilisez, c'est pas vous le concepteur de ce système. Non. Vous êtes le concepteur. Non. C'était ça ma préoccupation, parce que pour le transfert des technologies, moi je croyais dans le volet formation, il fallait apprendre aussi aux jeunes qui sont ici de concevoir de tels systèmes. C'est là où j'allais poser ma question. Au lieu de l'utiliser comme des utilisateurs simples pour l'implantation des systèmes. Merci. On va juste éclaircir un petit truc, parce qu'il y a plusieurs formations, plusieurs catégories de formations qui existent, qui ne sont pas encore chez nous. Il y a des branches de techniciens qui fabriquent, qui créent le système. Et il y a les branches des techniciens qui installent. Moi, je n'avais pas choisi la branche des techniciens qui fabriquent. Je n'ai pas voulu perdre le temps dans ça. Parce qu'il y en a ceux qui connaissent mieux que nous et qui sont outillés que nous. Au Canada, on en a, moi j'ai 100 et quelques partenaires manufacturiers. C'est des gens qui sont connus mondialement. Je peux citer, il y en a quelques-uns. On a Axis, on a CDVI, on a Anoa, on a Samsung, on a TOA, on a Uniview. Tu peux pas concurrencer ces gens-là. Tu peux pas être capable. Tu rentreras même rien, même dans ça là. Ce sont les institutions qui comptent les milliards et des milliards de dollars, des cerveaux en outrance, des super ingénieurs. Alors, je me suis dit, pourquoi perdre mon temps? Je vais juste essayer de comprendre qu'est-ce que eux ils conçoivent. Et puis moi, je fournis la solution aux gens. C'est ça que ça se fait. Alors oui, il y a un côté qu'on apprenne aux gens comment installer, mais aux clients qu'on va installer le système, on va l'apprendre comment utiliser son système. Donc on fait les deux volets. Donc c'est comme il y a les informaticiens qui créent des logiciels, mais il y a les informaticiens qui installent et utilisent ces logiciels. Nous, on est allé dans ces volets. Parce que pour aider notre pays, pour faire un centre de formation professionnelle, il est facile pour moi, je vais avoir l'accès infini aux composantes qui en créé, j'en manquerai. On n'a même pas des usines ici pour fabriquer quelque chose. Il y a des claviers que je vis ici, ils sont laids, je m'excuse. Des lecteurs de cartes qu'on regarde là, tu fermes les yeux. Parce qu'on n'a pas des choses appropriées. On a la matière première, mais on n'a pas le savoir-faire et toute la technicalité pour rendre beau, joli, attrayant. Si le gouvernement le veut, on peut y aller dans ce niveau. Pas seulement le gouvernement, les particuliers aussi. En amenant les entreprises comme nous, on essaye d'amener. Mais si ce besoin est là, de former la population, mais dans la fabrication des choses comme ça, les besoins, nous on est des businessmen. Si le marché est là,
on va se lancer. Mais si le marché n'est pas productif, on ne va pas se lancer. Merci pour la parole. Je suis Monsieur Dagobert Ekourou. Je représente le directeur général de la SNEL. Oui. J'ai deux préoccupations. La première, votre exposé a été technique, mais magistral. Est-ce qu'on peut avoir un support, je ne sais pas, même papier ou numérique, de votre exposé pour nous permettre de nous réimprégner de l'exposé? Ça, c'est de un. De deux, j'avais suivi que il faut une formation de 18 mois pour que les gens soient opérationnels. Mais en vous suivant, vous avez mis l'accent sur l'implantation de votre maison. Vous avez parlé du centre de formation. Pour moi, je crois qu'il serait mieux, pour qu'on soit logique, qu'il y ait une chronologie. D'abord, commencez par la formation, vous créez les centres de formation, et puis maintenant, vous allez commencer à les affecter partout où vous aurez des marchés. Parce qu'aujourd'hui, tel que vous avez exposé, vous aurez beaucoup de marchés, mais vous n'avez pas de gens pour travailler. Pour l'instant, là, il n'y en a pas. Alors, quand vous aurez des marchés, donc il faudrait attendre les 18 mois pour commencer, pour devenir opérationnel. C'est comme ça que je dis, pour moi, en respectant la chronologie, la logique des choses, il faut mettre d'abord un accent plus important sur le centre de formation, et puis la chaîne sera continue. Formation et puis placement. Formation, placement. Voilà ce qu'il avait à dire. C'est parfait. Ben, c'est une excellente intervention. Ben, je vais ajouter un petit truc qui va peut-être nous aider à mieux comprendre aussi. Pour ce qui concerne l'envoi en état numérique là de notre exposé, ça c'est, j'ai pensé à ça. C'est si vous me permettez, moi je vais donner l'adresse du courriel que vos services juste m'envoyer l'adresse courriel que où vous voulez. Ah oui, ça nous aiderait beaucoup, oui. Oui, ça nous aiderait beaucoup. Comme ça, on va l'envoyer. De deux, le centre de formation, c'est le deuxième business. Fourniture de services, c'est le premier business. Ça ne se contredit pas. J'avais dit dans mon exposé que ici, on a les électriciens. Un électricien sait c'est quoi un relais. Nous, on utilise un relais parce que nous aussi, on est les électriciens, mais de basse tension. Un électricien sait c'est quoi un contact. Un électronicien sait c'est quoi un système d'alarme. Donc, ces gens-là, une formation pratico-pratique d'une semaine, ils sont capables, pas faire tout ce que je sais, parce que ça prend l'expérience, ils sont capables de vous fournir un service et vous serez content de service. C'est pourquoi je me suis dit, parce que on ne peut pas non plus ouvrir la grosse porte, faire former tout le monde. Que va faire Secure Expert? Faut qu'il ait un peu de clients. C'est ça. Alors, les centres de formation arrivera. Nous voulons s'implanter ici comme une entreprise spécialisée. Je sais qu'il y a des entreprises un peu généralistes, les agents de sécurité, qui ont les entreprises, par exemple, des agents de sécurité qui donnent les minimums de sécurité électronique. Mais nous, on est une entreprise qui ne donne que ça. On donne que ce qu'on sait faire. Alors, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, je me retourne à vous pour la SNEL, parce que j'avais préparé quelque chose. On voit ici, la SNEL a des cabines partout à travers la ville. On voit ici n'importe qui vient, qui accède dans les locaux, qui accède dans le transport de la SNEL, et qui se présente comme un agent SNEL. La ligne n'a zone ça courant. La ligne n'a ça là boy. Peut-être vous n'êtes même pas au courant. Au Canada, on travaille avec Hydro-Québec. Secure Expert, Protect Max travaille avec Hydro-Québec. Tous les lieux de Hydro-Québec, qui est comme la SNEL, est sécurisé par le Access Control. Comme ça, c'est seulement la personne et son identité qui est du shift qui va avoir accès à telle place ou telle place. Tout ça, c'est pour avoir le contrôle et l'imputabilité advenant quelque chose. Ça, c'est un marché que j'ouvre comme ça, là, je vous parlerai en privé. C'est très important parce que toute chose peut y arriver. Dernièrement, on a vécu quelque chose en 96, non, 86, lorsqu'on avait coupé le courant à Inga. 98. On n'était même pas au courant ici.
Qu'est-ce qui nous a informé qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas l'électricité? Les techniciens, vos techniciens de la SNEL, essaient de rétablir l'électricité, il n'y en a pas. Par leur connaissance, ils essaient d'analyser parce qu'ils en ont la capacité. Ils se rendent compte que le courant est coupé à la base, à la source. Avec comme conséquence les enfants qui sont morts dans les hôpitaux. C'est impossible quand vous avez un fils qui sait faire des choses qui permettent à ce que, avant même que la personne accède à notre lieu là, qu'on soit au courant ici, que les services de sécurité interviennent pour nous protéger. C'est dans ça que moi je m'implique. Et puis, lorsqu'on va avoir quelques jeunes de chez nous, parce qu'on veut aussi, on va se le dire, là on est entre Congolais, on veut ravir le marché, les Libanais qui viennent nous prendre le marché, les autres, les étrangers qui viennent nous prendre le marché. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est parce que les Congolais, les jeunes, on n'est pas compétents, on n'a pas la connaissance. Mais on veut tourner ça. Mais dans notre domaine à nous, on commence par les accompagner, les quelques jeunes qu'on va prendre, fournir des services à la hauteur des attentes. Quand ces besoins-là vont se multiplier, là on fonce avec le centre de formation maintenant pour former beaucoup plus de Congolais et puis remplacer les expatriés dans nos choses, protéger nos choses. Parce que c'est insensé, vous avez un système de sécurité qui a été installé par quelqu'un qui vient je ne sais où. On a parlé de la confiance, on a parlé de la sécurité ici. C'est pas quelque chose d'idéal. Ok. Merci beaucoup. Toutes les questions là, on fait. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je n'ai qu'une seule question à vous poser. C'est celle de savoir si les systèmes offrent la possibilité d'interconnexion avec d'autres systèmes de surveillance. Pourquoi je pose cette question? Parce que je suis dans une structure qui compte environ 72 représentations. Et on travaille déjà avec 3 entreprises qui offrent ces services. Il n'est pas pratique que nous avons juste un seul control room. Il n'est pas pratique d'avoir les équipements, par exemple 4 équipements de 4 entreprises différentes. Donc, on a normalement un seul équipement, mais qui communique avec les autres systèmes qui sont installés sur les différents sites. Merci. Merci pour cette question si excellente. Ça, c'est la partie de l'intégration que j'ai dit tantôt, l'intégration et l'unification des systèmes. Oui, nous avons, si vous avez votre plateforme, on est capable de se greffer sur votre plateforme, récupérer les choses que vous avez déjà, et puis c'est ça qu'on appelle même l'upgrading. Quelqu'un peut avoir un système obsolète, puis on vient, mais dans l'obsolétude, les mots m'échappent là, dans l'obsolescence de ce système qu'il a, ben, il peut y avoir 2, 3, 4 choses qui sont encore bonnes. Nous, on vient, on implante une autre chose qui va ramasser ces 4 choses qui sont bonnes pour l'intégrer et puis que la personne soit au même niveau que la sécurité actuelle. Oui, nos systèmes s'adaptent. On vient, on étudie le système qui est en place et on trouvera des choses qui sont compatibles pour travailler ensemble selon les besoins. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment à l'Assemblée. Merci pour votre présence. Nous sommes maintenant arrivés à la fin. Donc, pour ce qui reste, si vous avez d'autres questions en police, en privé, vous pouvez après la formation, pas seulement pour derrière les bancs. Nous vous remercions. Et on va prendre la photo après. Et puis, on va aussi passer dans le moment de prendre de photos, ça avec notre... Monsieur Pascal Eradi. Bonjour monsieur. Moi je connais le nom, mais si vous pouvez vous présenter pour une meilleure compréhension pour le public. Oui, je m'appelle Pascal Eradi Mamboué. Je suis congolais comme vous. Je suis très content de me retrouver ici chez nous, en République démocratique du Congo. Donc c'est le moins que je puisse dire. Monsieur Pascal Eradi, la journée porte ouverte sur les technologies de sécurité avec lui. Et qu'est-ce que le public peut retenir de cette activité? Le public peut retenir qu'il y a une jeune entreprise spécialisée, des niches, très pointues dans ces domaines, qui débarque dans les marchés congolais, donc chez nous en République démocratique du Congo, pour fournir des technologies telles que nous fournissons au Canada. Ça, c'est le point clé. Donc, pour toutes les entreprises qui vont sécuriser leurs acquis, sécuriser leurs investissements,
ben, ils peuvent communiquer avec Secure Expert parce que la société est composée des experts en sécurité électronique. Monsieur Eradi, Secure Expert a prouvé justement ses capacités bien au Canada, vous avez dit aussi ailleurs, l'entreprise a élargi son champ. Présentement, comme vous avez dit, elle est installée en RDC, mais c'était quoi la motivation? Vous avez vraiment poussé à venir l'installer ici? La motivation n'est rien d'autre comme le fibre, comme les sang congolais qui circulent dans mes veines. En étant à l'extérieur, on a vu que quand même ça va très bien. Il y a des entreprises qui nous font confiance au niveau international. On fait des choses dont nous-mêmes, en prenant du recul, tu essaies de regarder, tu dis waouh, quand même j'ai accompli quelque chose. Tu te dis ben oui, pourquoi pas chez nous aussi. Alors c'est cette motivation-là, la fibre patriotique là mais aussi l'appel du président de la République qui a dit que tout Congolais pourrait retourner dans son pays pour apporter sa pierre. Bon, la première quinquennat, le premier mandat, on n'était pas encore prêt. Pour le second mandat, on dit ben c'est le président lui-même qui est encore là. C'est le même appel qui continue à se faire entendre. Alors on est venu apporter notre pierre. Mais Secure Expert fera aussi face justement à d'autres entreprises un peu de sécurité en la matière. Quelle est la particularité des Secure Experts quant à cette concurrence ardue sur le marché? La particularité des Secure Experts, c'est exactement, il y a le terme expert. Les autres entreprises, j'ai fait l'analyse avant de débarquer ici, les autres entreprises, ce sont des généralistes. Et dans la majorité des cas, ce sont les entreprises qui ont des agences de sécurité, je veux dire, que ce soit internationales ou locales, mais qui ajoutent une petite touche de technologie de sécurité. Mais nous, c'est le spécialiste, on est pointu, on ne donne que les systèmes de sécurité, on ne donne que la solution électronique. Point barre. C'est ça, le fait d'être très pointu en faisant une seule chose, une seule spécialité, mais on connaît nos affaires. C'est ça qui va permettre aux gens d'essayer de prendre des systèmes donnés par des généralistes et des systèmes installés par des spécialistes. C'est ça qui fera la différence. Un message fort à lancer au gouvernement, aux partenaires, tous ceux qui vont vous suivre. Premièrement, je remercie l'ensemble des délégués du gouvernement qui ont répondu de leur présence. J'ai vu beaucoup d'excellence et les autres qui se sont fait représenter. Je les remercie beaucoup. Cela prouve que le gouvernement a l'écoute sur ce que nous venons faire ici au pays. Alors tout ce que je peux continuer à marteler, c'est de dire au gouvernement de ne pas nous lâcher, de nous accompagner, parce qu'on est une jeune entreprise ici au niveau local, même si on est bien implanté ailleurs. Mais ici, au niveau local, on aura besoin de l'apport de tout le monde. On aura besoin du soutien de tout le monde. Les soutiens que peuvent nous donner le gouvernement, que peuvent nous donner les entreprises ici, c'est nous tester. Essayer de nous donner des petits contrats, qu'on donne ce qu'on a à donner, et puis ils vont essayer d'analyser nos services et voir si ça vaut la peine ou non. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, monsieur.